Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va nous parler principalement de biologie cellulaire, vous vous en serez douté. Donc je vous ai synthétisé des notions en biologie cellulaire pour que vous ayez vraiment, comme toujours, des informations le plus perspicaces possible, les plus perspicaces possibles, les plus pertinentes possibles, en vous les amenant de manière le plus simple, synthétique et exploitable pour votre propre réflexion, votre pratique quotidienne, si vous êtes thérapeute, etc. D'accord ? Donc, je vous rappelle que la fasciathérapie n'est pas une technique référencée, que vous changez 2-3 modalités et que la méthode de Jones, théoriquement, c'était déjà de la fasciathérapie, etc. Et surtout, quand on parle de cellules, le fascia unifie toutes les cellules. Et donc la bonne question, c'est qu'est-ce qui n'est pas du fascia plus que qu'est-ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le système, si on est sur le modèle de Panjabi, je le rappelle, système nerveux central, système myofacial, muscle plus fascia, fonction musculaire, c'est pas que fascia, d'accord? Muscle plus fascia, si tu comprends rien au réflexe d'étirement hyperexcitable de l'antagoniste, que tu n'es pas au courant que agoniste, antagoniste, moteur, frein et les règles au niveau neuroanatomique, neurophysiologique, des réflexes, je sais pas, d'inhibition autogénique et du fuseau neuromusculaire et du motoneuron alpha, du motoneuron gamma, ce concept de boucle gamma et de tout ce qui fait une contraction musculaire, même au niveau cellulaire, tu sais que la technique ne représente que peu d'intérêt, quelle qu'elle soit. Elle a beau être magnifique, peu importe la technique qui est utilisée, ce qui va être déterminant, c'est la compréhension. L'important, c'est pas de beaucoup savoir, c'est de bien savoir. Et je vous invite toujours à garder votre esprit critique et à ne pas oublier que malheureusement, les médecines alternatives, elles sont basées sur un modèle économique qui est parfois délétère. Pas toujours, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on peut faire de l'abus, que ce soit de la médecine remboursée ou de la médecine alternative. On peut avoir de l'abus dans tous les cas. Et on a une déontologie variable. Mais derrière, si vous savez que vous avez un modèle économique, si vous savez que vous êtes avec un thérapeute qui est plus ou moins influencé par une école de pensée ou une culture, on va avoir un biais cognitif. Il y a un biais cognitif dans tous les humains. Moi aussi, j'ai mes biais cognitifs, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les faits et les preuves scientifiques. C'est fondé, c'est pas fondé. On met sur la balance. On teste, on mesure le bénéfice-risque, etc. On prend différents avis. Et après, on fait son propre avis à soi. D'accord? Donc je l'ai dit, modèle de Panjabi, système nerveux central, système myofacial, système osteoarticulaire, c'est-à-dire le système de la supervision, de la réponse immunitaire pour le cerveau, le système ostéoarticulaire, la forme, le système myofacial, la force, force closer, forme closer, etc. Et tout ceci sous un modèle de tenségrité biologique. D'accord. Donc, vous savez que, comme je vous l'ai dit, le fascia unifie toutes les cellules. Et que moi, je le vois comme un circuit vert imprimé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est sur la matrice, on est sur un système enchevêtré dans tous les systèmes. On est sur le système des systèmes. Mais il y a forcément une mécanique cellulaire à l'œuvre derrière tout ça. Il y a forcément des atomes à l'œuvre derrière tout ça. Et donc, il faut casser l'espace et le temps pour comprendre ce que la maladie, elle a à nous dire. Et la maladie, c'est pas la maladie a dit, c'est la maladie système. Qu'est-ce qui a fait quoi? On peut me reprocher parfois d'avoir une vision trop mécaniste. On me le reproche des fois, souvent même d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, de quoi on parle? On est dans un monde où on a des causes et des effets. Et si on est sur un monde où on a des causes et des effets, on est toujours sur un système qui va avoir comme une petite balance entre structure et fonction, entre comment je suis, qu'est-ce que je fais, quel est le but? Le but, survivre, machine de survie, de manière immédiate et à long terme, avec mes propres ressources. Et donc, il y a forcément une mémoire cellulaire qui, comme la mémoire du cerveau, il y a une mémoire dans le cerveau, voilà, qui est prédictive, il y a une mémoire cellulaire qui est prédictive
par rapport à ma propre génétique, par rapport aussi à mon expression génétique, donc par rapport à mon génome et à mon phénotype. Et que, on va le voir au niveau cellulaire, ce qui se répercute au niveau cellulaire, ça va se répercuter à plus large échelle. C'est pas parce que ça se voit pas à l'œil nu qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que, moi je dis tout le temps, si ça se voit en imagerie ou si ça se voit sur des examens médicaux, des analyses sanguines, etc., bah c'est que c'était déjà là bien avant que ça se voit. Il faudrait penser comme ça. Il faudrait investir dans de la prévention, dans une médecine préventive, plutôt que d'investir dans une médecine de c'est cassé, on répare. Et aujourd'hui, on a toutes les techniques du monde nécessaires, en termes de thérapie manuelle en tout cas, pour rééduquer quelqu'un. Ce qui nous manque, c'est la compréhension. C'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à vous poser les bonnes questions. L'important, c'est pas de beaucoup savoir, c'est de bien savoir. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on est ignorant. Ok. Donc, c'est une courte introduction que je vous fais sur le lien entre cellules et fascia. Vous allez voir qu'on parle de la même chose et qu'il y a une histoire de comportement derrière tout ça. Donc on sait que le but de l'humain, c'est un mammifère et qu'il y a des dangers, le corps peut percevoir des dangers de manière consciente ou inconsciente. Froid, chaud, pression, etc., peur, etc. Par rapport à l'imagination. Et si c'est imaginaire, le corps ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. Ça, il faut le comprendre. On est sous une forme de réalité virtuelle. Si on veut la conscience, c'est une réalité virtuelle. Okay. Et donc le stress est déterminant pour faire une réponse globale sur le plan immunitaire, et donc toutes les pathologies sans exception, la douleur chronique compris évidemment, est une réponse dysfonctionnelle du système nerveux central face au stress. Le stress mécanique, etc., qui est pas visible sur une imagerie, parce qu'on est sur quelque chose de neurobiologique avec un impact neurobiologique réel qui a fait merder tous les neurotransmetteurs, les neurones sensoriels avec, pas les bonnes sensations, problème de proprioception, pas de bonnes informations, pas de bonnes réponses. Et je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur la douleur chronique. Donc je vais vous introduire à la biologie cellulaire de manière assez pas commune, d'accord. Je vais vous parler de la protéine P53. On dit que c'est la gardienne du gène, d'accord. Et donc la protéine P53, elle est intéressante parce qu'en fait, elle va réparer l'ADN quand il y a un stress aigu. Donc c'est-à-dire que vous avez votre cellule, quand il y a un stress aigu, c'est-à-dire qui est court, on rappelle que le stress il est bénéfique, il permet de s'adapter en temps réel, et que le stress prolongé, il est néfaste, parce qu'il dépasse les ressources de nos batteries énergétiques. D'accord. Et que surtout, il faut une variation de mouvement, l'importance du mouvement, même au niveau cellulaire. D'accord. Donc dès qu'il y a un manque de variation, il n'y a pas de faux mouvement. Des fois, là j'ai vu Granion, ils ont sorti un nouveau antidouleur, courbature, etc., crampes musculaires avec de la quinine et du magnésium, ils te mettent faux mouvement. Faux mouvement n'existe pas. Le problème, c'est le manque de variation de mouvement. C'est la même posture prolongée qui fait dérailler le système. Crampes du musicien, crampes de l'écrivain, etc. Douleur, spasticité, tétanie, boum, vous avez compris. Ok, c'est la même chose. Sensibilisation centrale. Donc j'ai ma cellule qui détecte un stress. La protéine P53, elle arrive, elle met un taux de cellules, elle se met dedans pour réparer l'ADN, pour aider la cellule à survivre. Mais quand le stress est trop long, le P53 s'accumule dans la cellule et finit par faire mourir la cellule. Et donc le stress, s'il est prolongé, à terme, c'est lui qui va faire que la cellule elle meurt. Et donc ça, c'est de l'apoptose. Ok ? Et donc c'est la même molécule, c'est la même protéine qui choisit tu vis ou tu meurs. Et qui va assurer le destin cellulaire. D'accord ? Et donc vous avez une fonction contradictoire. Et l'humain, le système humain, il est beaucoup trop complexe pour le résumer à t'as ça, il faut faire ça, t'as ça, il faut faire ça. C'est qu'on est toujours sur des systèmes binaires. Et comme on est sur des systèmes binaires, ils sont par essence instables. Aucun consensus possible. Il y aura toujours un système qui tentera
de remplacer l'autre. Et à la base, moi je vous rappelle que j'ai pas une formation scientifique de base, même si après j'en ai faite. J'ai une formation de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Vous voyez, les ascenseurs, les circuits électroniques, ce genre de trucs. Et on a des cellules logiques, et ou oui, non, sur des systèmes de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Et l'humain est un système mécanique automatisé. Donc c'est pour ça que je suis très mécaniste. Je suis très mécaniste dans mon cerveau et dans mes réflexions. J'essaye de garder ce côté ouvert d'esprit. Il faut surtout rester ouvert d'esprit et être prêt à accepter les croyances des autres pour enrichir ses propres croyances. Et la vérité, elle est souvent au milieu. Elle n'est jamais noire ou blanche, elle est grise. C'est une sorte de nuance et surtout de fonction, et que le corps il cherche à survivre à tout prix, quitte à s'auto-détruire. D'accord ? Donc, par exemple, ouais, c'est ça, 50%. Donc, par exemple, le P53, il est responsable, quand il mute, de 50% des cancers. Parce que, on le verra un peu plus tard, je pense, il n'y a pas assez d'apoptose, il n'y a pas assez de morts. Il n'y a pas assez de cellules qui meurent dans le cancer, ça se multiplie à l'infini, comme un glitch. Moi, j'appelle ça un glitch de duplicata. J'en parle dans mon livre, qui est dispo sur Amazon d'ailleurs. Ok ? Donc ça, c'est très intéressant. Et donc le P53, en plus de choisir tu vis, tu meurs, par rapport au stress, il va aussi réguler l'expression génétique. Et donc vous avez l'ADN, vous avez votre cellule, ok ? Vous avez la membrane de la cellule, sa peau, qui va intégrer le comportement, qui va choisir tu rentres, tu sors, par rapport aux informations extérieures et intérieures, les stimuli, tu vois, ça monte, ça descend, ça sort, ça rentre, ça sort. Vous avez le noyau de la cellule. Dans le noyau de la cellule, vous avez l'ADN. L'ADN, il est transcrit. Donc l'ADN, c'est la bibliothèque, avec les gènes qui s'expriment ou non. Et du coup, ils sont transcrits en ARN, ils passent dans le cytoplasme, c'est-à-dire dans la zone entre la membrane et le noyau, si tu veux. Et une fois qu'ils sont en ARN, ils sont traduits en protéines. Et donc, donc vous avez une traduction par rapport aux facteurs de transcription. Et les facteurs de transcription sont des protéines. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que l'ADN, il est transcrit en ARN, l'ARN, il est traduit en protéines. Et dans les protéines, vous avez des facteurs de transcription, c'est-à-dire des lecteurs de l'information de l'ADN. Et vous êtes sur ce truc-là où l'environnement choisit l'environnement, vous voyez ce que je veux dire, hors du noyau, ça choisit ce qui s'exprime dans le noyau. Vous avez ce truc-là où, vous voyez ce que je veux dire, l'œuf, la poule, vous comprenez, c'est cette métaphore qui est utilisée. Vous avez ce truc-là où l'environnement choisit directement, on exprime, on a besoin de quoi ? On exprime, on a besoin de quoi ? On va chercher dans notre bibliothèque, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir-faire pour faire face à l'environnement. Donc c'est aussi bien le matériel génétique qu'on a on a un matériel génétique qui est plus ou moins déterminant par rapport aux différentes expressions possibles, mais c'est surtout l'environnement qui choisit si le gène ne s'exprime ou non par rapport à ces protéines. Et je vous rappelle aussi d'une manière plus large que les protéines, elles intègrent les processus émotionnels et les signaux douloureux, stress, etc. Vous faites la spirale. D'accord ? Ok, donc ça c'est très intéressant. Donc les protéines, leur rôle, si tu veux, c'est de dérouler l'ADN, de manière grossière, hein. C'est grossier, hein, tu vois, d'exprimer l'ADN. D'accord ? Et le gène ne s'exprime que par son environnement. Donc, chaque cellule, elle a de l'ATP, donc elle produit de l'ATP. Et si tu veux, l'ATP, il est produit dans les mitochondries. Et donc, l'ATP, pour faire grossier, c'est l'énergie de la cellule. C'est une batterie, c'est une pile chimique. Okay ? Et les mitochondries, au niveau de l'ADN, elles sont transmises par nos mères. Et donc, on peut dire que c'est nos mères qui nous transmettent la vie de manière figurée et cellulairement, quoi. D'accord ? Ok. Et
Et donc l'ATP, c'est l'énergie que la cellule elle a besoin pour fonctionner. D'accord ? Et donc le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Donc dans ces facteurs de transcription qui choisissent qu'est-ce qu'on exprime ou pas, en termes d'expression génétique, qui vont réguler cette expression génétique, vous avez le CREB, qui m'intéresse beaucoup. Le CREB, c'est REB, ça serait le facteur de transcription universel de tous les souvenirs. Et donc je pense que la clé pour guérir la douleur chronique, c'est d'arriver à manipuler ce gène. Et pas que la douleur chronique. En fait, je pense que beaucoup de pathologies chroniques, elles trouvent la clé dans cette mémoire. Ce que je pense être vrai, c'est vrai. Si mon corps il pense que c'est vrai pour lui. Et donc il y a forcément une histoire d'inscription organique par rapport à la réalité perçue par le corps. Et la réalité du corps, ce qu'il perçoit de manière réelle pour lui, c'est la proprioception, qui est une excitation du corps par rapport à lui-même. D'accord. Et donc chaque cellule, elle est couverte de ce qu'on appelle une bicouche lipidique, c'est-à-dire une cellule graissée, c'est une couche de graisse. Et donc ce que je dis souvent, c'est que vos putains de naturopathes ou vos putains de nutritionnistes, s'ils font bien leur travail, ils vont vous insister sur le fait de vous faire consommer des bonnes graisses. Parce que vous avez beau prendre toutes les plantes de la terre, toutes les vitamines de la terre, les minéraux de la terre, s'il n'y a pas de graisse autour de la cellule elle ne communique pas entre elles. C'est qu'il y a besoin d'avoir en gros cette lubrification cellulaire pour que les informations puissent circuler. Donc des bonnes graisses. Et donc la meilleure bioaccrétion, c'est les oméga 3 DHA. D'accord. Donc on voit bien que à quel point on peut casser le système d'échelle, cette vision d'échelle, c'est qu'on voit que chaque cellule, c'est un petit humain. C'est que la cellule, elle a un squelette, le cytosquelette, elle a comme des petites mains, si on veut, elle a comme une petite bouche, elle peut digérer, elle peut respirer, elle peut bouger, etc. Et elle a un noyau. D'accord. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'elle fait tout comme un petit humain. Elle a un comportement comme un humain, au danger, il est conditionné, la cellule peut être conditionnée, etc. Par rapport à l'environnement. Et donc, ce qu'elle perçoit. Donc, elle a des capteurs, forcément, et donc vous avez des signaux cellulaires qui se parlent entre elles, etc. Et donc, la cellule, pour aller plus loin, tu vois, il faut casser le fascia. La cellule, elle est faite elle-même d'atomes. Et donc, elle est faite de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. C'est-à-dire, voilà quoi. Donc, il y a une matrice intracellulaire et extracellulaire. Ce qui est dans la cellule, ce qui est hors de la cellule. D'accord ? Et donc, vous avez vraiment, tu vois, cette vision, essayez de visualiser vraiment dans vos têtes ces notions de structure et d'environnement. Et cette histoire de structure-environnement, ici je fais le lien entre la structure environnementale, entre la structure et l'environnement, c'est la fonction. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois faire ? Survivre. Qu'est-ce qui se passe dehors, qu'est-ce que je fais ? Et je réponds. Et donc on a des échanges intérieurs-extérieurs. Et donc cette matrice, cette matrice extracellulaire, dedans vous allez avoir du collagène qui va faire ce rôle de cohésion cellulaire et qui va avoir aussi un rôle de souplesse et d'hydratation au niveau du collagène. Et aussi vous avez l'élastine au niveau de la souplesse. D'accord ? Comme son nom l'indique d'ailleurs. Ok ? Donc la cellule elle est faite d'eau principalement, de protéines, de lipides, de sucre, d'ADN et le reste des ions et des petites molécules. Et donc on est à peu près sur des pourcentages 70% d'eau, 15% de protéines. Bon, des fois ça monte. Hein. C'est pas fiable, c'est pas figé. Vous avez des graisses, 2%, je l'ai dit, 2% de sucre et 1% d'ADN, c'est très peu. Voilà. Et quelque chose de très intéressant aussi, c'est qu'on a longtemps pensé que la cellule elle était vide en fait. Que si tu veux, la cellule elle est là, et puis il y a le noyau, et puis le reste c'est du vide, et puis il y a la membrane, et que c'est vide au microscope. Tu vois ce que je veux dire un peu, cette vision très humaine, encore une fois, de penser que la cellule, il n'y a rien dedans, que c'est assez vide. Il y a le noyau et le rond, et le reste... Tu vois ce que je veux dire ?
Alors que pas du tout. J'essaierai de vous trouver une photo d'une cellule coupée, si tu veux, et on voit que sur une cellule, même si on ne dirait pas, il y a un encombrement moléculaire. C'est-à-dire que la cellule, en vrai, elle est blindée. D'accord? Donc, quand on parle de cellules, etc., de toute façon, vous êtes toujours sur des transferts d'énergie, tu vois. Vous avez toujours cette notion d'anabolisme et de catabolisme, c'est-à-dire construction, destruction. Anabolisme, on construit, catabolisme, on détruit. De toute façon, vous avez un recyclement, etc. Tout est optimisé. Et du coup, vous avez vraiment un... Vous êtes comme sur des petites usines. Et vous êtes comme sur... J'essaie de trouver des métaphores simples. Vous êtes comme sur des petites usines qui ont un travail à faire. Et vous avez plus ou moins des contremaîtres, des ouvriers. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes vraiment sur une mini-entreprise. Et le but de l'entreprise, c'est de survivre. Et donc, vous avez vraiment une sorte de management. Je ne comprends pas pourquoi ces termes n'existent pas au niveau cellulaire. Tu vois. Vous avez une sorte de management au sein de la biologie elle-même, de la vie elle-même, pour trouver le meilleur comportement qui permet la survie. Et quand on parle de survie, il n'y a pas plus fort que la nature. La nature, elle a 4 milliards d'avance sur Big Pharma en termes d'expérimentation. Donc on est une chaîne évolutionnaire ininterrompue. L'univers, il viendrait du même atome. Imagine d'un atome toutes les formes complexes qu'on est capable de faire. Et avec juste l'eau, on est capable de faire toutes les formes du vivant. J'invite à votre réflexion. Sachant que la cellule d'eau, elle est composée à... La cellule humaine, elle est composée à 70% d'eau. Tu vois, c'est quand même incroyable. Incroyable. Et donc la cellule, comme un humain, on l'a dit, elle respire. Et ça, c'est très important. Donc pour respirer, elle a besoin de sucre, elle a besoin d'oxygène. En vrai, elle peut respirer en aérobie, en anaérobie, avec ou sans oxygène, même si avec de l'oxygène, elle respire beaucoup, 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 beaucoup mieux. D'accord? Et donc, quand elle respire de l'oxygène, elle convertit ça en CO2, en molécules d'eau et en énergie. Donc, elle a besoin quand même d'énergie pour respirer, mais elle a besoin d'énergie. Mais après, elle expire elle-même de l'énergie. Je n'ai pas assez de connaissances pour savoir les taux, mais vous voyez que vous êtes sur un cycle. Et ce cycle, je ne sais pas si je l'ai noté quelque part, c'est le cycle de Krebs, exactement. Je ne crois pas que je l'ai noté quelque part. C'est le cycle de Krebs. K-R-E-B-S, si j'ai bonne mémoire. Je ne suis pas un spécialiste de la biologie. Mon truc, c'est plus les muscles d'habitude, les systèmes vraiment biomécaniques du mouvement, tu vois. Ça, c'est plus mon truc. Donc, j'ai que des notions, quoi. Je ne suis pas un spécialiste. Donc, ayez un peu d'indulgence, si je peux dire des choses qui manquent peut-être un peu de précision. Mais ce qui est important, c'est la réflexion. C'est la réflexion, tu vois. D'accord ? Et donc, on va revenir sur cette respiration cellulaire un peu plus tard. D'accord ? Donc la cellule, elle est capable de faire une division asymétrique. C'est-à-dire qu'on a tendance à imaginer que la cellule, elle est là et que, tu sais, cette histoire de clonage un peu, qu'elle fait que des cellules pareilles qu'elle-même. C'est pas vrai. La cellule, elle est capable de produire des cellules, de se diviser, de faire des cellules qui sont différentes, plus ou moins. Pas la même taille, pas la même spécialisation, pas la même différenciation. Donc cette histoire de clonage, une cellule fait une autre cellule identique, c'est faux. Elle se donne le choix de faire des cellules plus ou moins différentes, suivant les besoins du système. Je dois survivre. Peut-être là-bas on a besoin de plus de ça. Ah mais une cellule de ça, là-bas on en a plus besoin de ça. Mon temps préféré, c'est la pluie et l'orage. On dirait, là vous pouvez m'écouter, il manque plus qu'un peu de feu, etc. J'espère que ma voix vous endort pas trop, quand même. Donc, vous avez dans le corps, donc là, j'essaie d'être simple.
Donc la cellule, j'ai dit, elle est capable de se différencier, c'est-à-dire qu'elle est capable de dire, moi je me spécialise en cellules d'os, je me spécialise en cellules de peau, en cellules neuronales, en cellules de peau, en cellules d'embryon, en cellules d'intestin, de cœur, etc. Elle est capable de se différencier. La cellule, elle est neutre, puis elle se différencie. Et donc une cellule souche qui est capable de se différencier, donc une cellule souche, c'est une cellule qui est capable de tout faire. Et donc il y a des poules de cellules souches. On est sur un pourcentage à peu près de 1 sur 1 million. Une cellule souche, c'est une cellule sur 1 million qui est une cellule souche, qui est capable de faire tout ou plusieurs choses. Donc vous avez des cellules qui sont unipotentes, qui sont capables de se différencier que dans un type cellulaire. Vous avez des cellules qui sont totipotentes, qui sont capables de tout faire, donc ce qui est embryonnaire. Et vous avez les cellules pluripotentes, qui peuvent faire pluriel, plusieurs, plus de 200 types de différenciation. Et donc, chaque cellule, elle n'a pas le même elle n'a pas le même potentiel de différenciation. Et donc, les cellules souches, vous allez comprendre qu'elles vont avoir un grand intérêt dans la régénération. Donc, une cellule, elle a à peu près un diamètre compris entre 10 et 30 microns. Et donc, la cellule, je l'ai dit, elle a une membrane, et dedans, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN, qui exprime tout le bordel, l'expression génétique, etc. Je suis un humain, ou je suis un singe, ou je suis un chat, d'accord, au niveau du bagage génétique. Sachant qu'il y a peu de différence entre beaucoup d'espèces en réalité. On a beaucoup de similarités avec les animaux au niveau de la génétique, ce qui est, encore une fois, un signe qu'il y a une intelligence supérieure, ce qui est un biais cognitif pour moi. Sachez que je suis musulman, je ne vous mens pas. Donc j'ai un biais cognitif là-dessus, hein, prenez-le en compte. Hein, okay. Et du coup, la cellule, son noyau, c'est la membrane plasmique, et le noyau, la membrane du noyau, c'est la membrane nucléaire. La membrane du noyau cellulaire, c'est la membrane nucléaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc ce noyau nucléaire, il fait à peu près entre 10 et 5 microns, ce qui est vraiment peu, vous en conviendrez. Et donc l'ADN, les brins d'ADN eux-mêmes, pour aller plus loin, vous voyez, allons plus loin. Tu vois, le fascia c'est bon, allons plus loin. Le diamètre de l'ADN lui-même, il a un diamètre de 2 nanomètres. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc si je prends ce noyau, ce brin d'ADN, ce diamètre d'ADN, si je prends cet ADN, et que artificiellement je le déroule, cet ADN, imagine j'ai ma protéine, boum, elle arrive, et je déroule mon ADN. Si je déroule tout mon ADN d'une seule cellule humaine, en longueur, écoute bien, une seule cellule, elle fait ces fibres d'ADN que je déroule d'une cellule, en longueur, il fait 2,5 mètres. Une cellule. Imagine la puissance de la nature. Et toi, tu penses que Doliprane, semelle thermoformée, ça rivalise? Tu penses qu'une semelle de posturologue, de podologue, pour soulager une douleur chronique, ou une boiterie, tu crois que Dieu qui a fait le soleil et la lune, ou la nature, la biologie, la nature, la mère Terre, on l'appelle comme on veut, la mère Terre qui a fait le soleil et la lune, qui est capable de mettre 2,5 mètres de longueur d'information génétique dans une cellule, elle n'aurait pas été capable de créer un Doliprane, une boîte et une ordonnance, et de nous faire une prescription. Le corps, il fait ses autoprescriptions. Et donc, on est une machine de guerre pour la survie. On est une machine très complexe. Et plus la machine, elle est complexe, plus elle est fragile. Tu comprends que quand on parle de régénération, la nature, elle a dû faire un choix. Plus un organisme, il est complexe, moins il a une capacité de régénération. Dans le sens où il a fallu faire un choix entre cicatrisation et flexibilité par rapport à l'environnement. On voit que les bactéries, les virus sont super résistants.
c'est reconnu, tu vois, c'est super résistant. Je pense au sida, je pense à d'autres trucs. Parce c'est des organismes plus simples. Et donc, il a fallu faire ce choix entre flexibilité, adaptabilité, vitesse de cicatrisation. C'est-à-dire que, hop, ça cicatrise, mais c'est intégré, ça a merdé. Tu vois, le souci, c'est ça, c'est que quand il y a une douleur chronique, hop, c'est cicatrisé, ça y est, c'est fini, de manière organique. Mais il y a une inscription dans le système au niveau neurologique. Neurologique de la peau, seuil neurone sensoriel, seuil des nocicepteurs, le ventre qui a merdé par rapport à ces milliards de neurones, le cœur qui a merdé par rapport à ces milliers de neurones. Je vous rappelle que le cœur ressent avant le cerveau, l'intestin ressent avant le cerveau. Je vous rappelle que le ventre peut vivre sans le cerveau crânien, donc le cerveau abdominopelvien peut vivre sans le cerveau crânien, l'inverse n'est pas possible, donc on est plus sensoriel que psychologique. Je vous rappelle que les cellules de la peau sont neuronales, qu'elles contiennent la même information génétique qu'un neurone, mais que l'information n'est pas lue de la même manière, et qu'on a longtemps pensé que c'était réservé aux neurones de communiquer par impulsion nerveuse, et on s'est rendu compte que la peau, elle communiquait de la même manière entre elles, par impulsion nerveuse. Et que la peau, elle est tellement intelligente qu'elle est capable de faire un traitement de calcul et d'analyser la géométrie des objets de manière très précise, comme un cerveau, même si ce n'est pas un cerveau. Donc là où je veux amener, c'est la conclusion de mon livre que vous avez sur Amazon, c'est qu'il faut casser ces représentations et ces nomenclatures. C'est que chaque cellule, c'est un humain avec lui-même son propre cerveau, et que la réponse est toujours globale. Donc, dans l'ADN, il est fait de ATGC, d'accord. Donc ça, ouais, on peut pas aller plus loin. Voilà, on peut pas aller plus loin. Et dans le même genre, j'ai une analogie qui est intéressante. Dans le même genre, avec cet ADN que je déroule en longueur, si je prends tous les neurones d'un cerveau humain et que je les mets côte à côte en longueur, je fais à peu près 100 000 km de longueur pour un cerveau humain en neurones. Un cerveau humain en neurones, je les mets à la suite des autres en longueur, je fais 100 000 km de distance. Pas kilomètres, je suis toujours dans la vitesse moi. Je mets 100 000 km, comme mon cerveau, je mets 100 000 km de longueur. Et la distance pour aller de la Terre à la Lune, c'est 380 000 km. Donc avec un cerveau humain, je fais un quart du trajet pour aller de la Terre à la Lune. Avec mes neurones en longueur. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, ce qui va faire la contraction musculaire, c'est le cytosquelette, c'est le squelette cellulaire qui va faire ce déplacement cellulaire, ce déplacement de la cellule. Donc, je vous ai parlé des protéines, je vous fais une brève aparté. Je vous ai parlé des protéines, je sais que dans Parkinson, dans Alzheimer, vous avez la protéine Tau. Donc, Alzheimer, vous avez la protéine Tau, mais il y a en fait, Parkinson, Alzheimer, je ne comprends pas moi-même, je ne suis pas un spécialiste de ces pathologies, mais ce que je sais, c'est que vous avez des similitudes. Et que la protéine Tau, qu'on va retrouver dans les deux, parce qu'Alzheimer, vous avez un truc avec la bêta-amyloïde. La protéine Tau, elle nous vient de l'intestin. Elle nous vient de l'intestin et elle remonte le long du nerf vague. Et les protéines, en fait, elles ont la capacité de s'agrégager, s'agglutiner dans le cerveau. Parce que le cerveau n'arrive plus à se purger. Et ce qui va faire la purge du cerveau, c'est le système lymphatique, qui va s'activer notamment quand on dort. Et il va fonctionner à la graisse. Donc, un des meilleurs conseils que je peux donner aux personnes âgées, ou peu importe, ou si vous avez vos parents qui sont âgés, si vous voulez protéger leur cognition, leur santé de manière globale, graissez leur cerveau, graissez leurs cellules. Facteur de neuroprotection, crinière de lion, bacopa, sauge, certainement l'une des meilleures plantes que les neurologues ne conseillent pas systématiquement, ce qui est une grave erreur. Je rappelle que la sauge, elle va aider à maintenir des bons taux d'acétylcholine, d'ACH dans le cerveau. Et que l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire et qu'on le retrouve dans la contraction musculaire, l'apprentissage et la mémoire. Et que le système humain, c'est une espèce, au niveau de son cerveau, à dominance dopaminergique.
la dopamine qui joue un rôle dans la motivation. Et dans toute fonction qui nécessite un mouvement, c'est-à-dire toute, sans aucune exception, on a besoin de motivation pour choisir quelle prédiction on fait en termes de mémoire cellulaire. Quels ouvriers de ma cellule vont choisir de travailler, les contremaîtres, les petits chefs de la cellule vont dire pourquoi je fais ça plutôt que ça en termes de stratégie de survie. Et pour ça, il faut une motivation. Et donc la motivation, elle nécessite une expérience positive, émotionnellement positive, on l'a compris, un plaisir circuit récompense, toujours émotion positive, et donc elle nécessite de la finesse. Elle nécessite un ajustement parfait, ni trop, ni pas assez. Vous êtes sur des neurotransmetteurs qui marchent tous ensemble. Mais les neurotransmetteurs, tu vois, on a cette vague aussi de médecins qui sont beaucoup dans les neurotransmetteurs. Mais il ferait un peu mieux de s'attarder sur la fonction musculaire en elle-même et sur, toujours pareil, si c'était que une histoire de neurotransmetteurs, on prendrait des vitamines, des plantes, on montrait les taux et ça irait. C'est pas qu'une histoire de neurotransmetteurs, c'est une histoire d'utilisation. On a vu que les gens qui se suicident, c'est pas qu'ils n'avaient pas assez de sérotonine, c'est qu'ils en ont trop et que ça s'allume en même endroit. C'est qu'il y a deux aires du cerveau, prise de décision et j'ai oublié l'autre, et que si tu as une des deux qui s'allume, tu te suicides pas, mais si tu as les deux en même temps qui s'allument, là tu te suicides. Vous comprenez, on est toujours sur un algorithme où le cerveau, il fonctionne de manière heuristique. Il fait des hypothèses, il teste. Qu'est-ce qui va se passer après? Il est toujours dans le après, le cerveau. Donc allez chercher la pathologie, l'étiologie, la cause de la cause, en amont. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait quoi? Qu'est-ce que je fais par rapport à pourquoi ça s'exprime comme ça? Le symptôme, c'est déjà tombé ensemble. Un syndrome est un ensemble de symptômes. Et vous avez beaucoup de symptômes qui sont similaires d'une pathologie à l'autre. Et donc, il ne faut pas s'attarder sur le symptôme, il faut s'intéresser à la cause de la cause, à la mécanique cellulaire, à la mécanique myofaciale, la mécanique osteo-articulaire et cette mécanique hormonale, et cette transmission hormonale. Le rôle des hormones, c'est simplement de transmettre. Mais vous voyez qu'il y a tellement de facteurs intrinsèques et extrinsèques, c'est-à-dire par rapport à l'environnement et de nous-mêmes, par rapport à la structure et la fonction, qu'il faut avoir une vision putain de transversale. Et personne n'assure cette vision transversale. Vous voyez bien que je ne parle pas comme un fasciathérapeute. Vous voyez bien que je m'en fous de ces conneries de modalités, de je t'appuie 90 secondes et méthode machin et méthode truc et je te mets un copyright et tout. On s'en fout. On s'en fout. La posture, c'est pas les pieds, c'est le bassin. On marche pas encore sur nos têtes. Le jour où tu vois un chat ou un chien avec une semelle, tu m'appelles. Tiens, mon numéro est sur Google, tu m'appelles. Ah, j'ai vu un chien avec des semelles, j'ai vu un chat avec des semelles. Dieu, il a dû lui faire. Tu m'appelles. Et si tu en vois, je te conseille de consulter un psychiatre ou de sortir de Alice au pays des merveilles. D'accord? Parce qu'on est face à des entreprises salariales au niveau des hôpitaux mondiaux et du système médical qui sont des entreprises basées sur le profit. Ça, il faut bien se le rentrer dans la tête à un moment donné. Il faut rester un peu cette hypocrisie. Tu vois. Donc je m'égare. Donc vous voyez l'importance des protéines. Ok? Et de la graisse. Donc poisson gras, huile de coco, saumon, hareng, et gérer l'inflammation. D'accord? Inflammation, crinière de lion, anti-inflammatoire, curcuma, poivre, gingembre, anti-inflammatoire systémique. Ne négligez pas la nourriture anti-inflammatoire, les compléments anti-inflammatoires, adaptogènes, etc. Maca, ashwagandha, rhodiol, millepertuis, griffonia, taux de sérotonine, on va pas faire tout l'axe. Mais allez chercher du côté des neurotransmetteurs, même si ça va simplement soutenir le système immunitaire, il n'y a que le mouvement lui-même et du coup cette imagination de c'est vrai par rapport aux sensations, à ce que je fais, qui va faire qu'on va faire une potentialisation à long terme, qu'on va apprendre à apprendre et qu'on va faire des ponts par l'expérience et donc de la consolidation de mémoire.
Si je crée mes nouveaux neurones, je vous rappelle que si je crée des nouveaux neurones, je peux les créer de plusieurs manières, je vous l'ai dit, par la course à pied ou un exercice physique en haute intensité où j'amène suffisamment de taux d'oxygène, où je repousse le métabolisme, il va créer des nouveaux neurones pour faire face, ou je résous un problème intellectuel très poussé, je cherche une solution et je repousse les limites intellectuelles de mon cerveau, je vais créer des nouveaux neurones, ou je prends des plantes psychédéliques sérotoninergiques. Ayahuasca, psilocybine, mescaline, je suis moins sûr, faudrait vérifier. Je suis moins un expert de la mescaline, j'en ai jamais pris. Je ne m'appelle pas Adolphe Huxley encore. Et je vais créer des nouveaux neurones. Le mieux en vrai, pour moi, bon, le moyen le plus pratique, c'est évidemment de se fracasser la tête avec de l'ayahuasca. On remet le cerveau en mode par défaut. Il en a besoin pour avoir des pauses et ouvrir sa capacité d'apprentissage de ces modes par défaut, d'être en état de vagabondage. L'esprit a besoin de ça pour apprendre et refaire des connexions. Mais le mieux en vrai, si on veut une alternative qui est intéressante, ça serait de faire des exercices physiques en même temps d'un exercice intellectuel. Et là, tu vas voir qu'on va faire de la vraie plasticité, par l'expérience, de fou furieux. Mais si je répète pas l'expérience suffisamment de fois, je n'apprends pas. Si je ne dors pas, je n'apprends pas, je ne consolide pas la mémoire, et donc je n'ai pas cette consolidation synaptique. Et si je ne fais pas de mouvement, et que j'intègre pas ces nouveaux neurones dans un circuit neuronal, ils vont se détruire en quelques semaines. Donc il n'y a que le mouvement qui permet d'intégrer une information à long terme. Et ça, il faudrait le dire à vos médecins. D'accord ? Et à vos médecins qui pensent que le médicament a tout en lui. Alors que, on a déjà vu, au niveau ADN, on a déjà tout en nous pour être la machine la plus optimisée de la Terre en termes de survie. Donc, ce qui va faire le mouvement dans une cellule, c'est les filaments. Filaments d'actine, filaments de myosine, donc, qui sont dans le squelette de la cellule, le cytosquelette, qui vont faire la contraction musculaire, le déplacement cellulaire. Et donc, la cellule, elle a même un pied qui lui permet de se déplacer vers l'avant, qu'on appelle l'amélipode. Donc, la cellule, elle a une motilité, elle doit bouger. La peau, elle a une motilité, elle doit bouger. L'intestin, il a une motilité, il doit bouger. Tout doit bouger. Et donc, la troponine, son rôle, c'est une protéine stabilisatrice des filaments d'actine. D'accord. Donc, comme on parle d'ADN un peu, je suis obligé de partir partout. Même j'ai dit, je vais faire qu'un truc de biologie cellulaire, je suis obligé de... J'arrive pas. Je suis désolé, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, si on parle d'ADN, vous voyez bien que tout est parfaitement enchevêtré et optimisé avec un code génétique. Donc le code génétique, c'est 3 codons, faits de AUGC. Ou ATGC. Ah merde, je sais plus ce que j'ai écrit. Je crois qu'ils ont fait une erreur en fait dans le... Ah oui, c'est vrai, ils avaient fait une erreur au tableau, je suis con. J'ai noté, en fait j'ai pris une note pendant un cours que j'avais suivi et j'ai fait une connerie. Ok, d'accord. Et j'ai copié la même connerie qu'ils ont fait, je suis vraiment trop bête. Et du coup, vous avez 64 combinaisons possibles par rapport à ce code génétique. D'accord ? De la même manière que vous avez un code génétique, par rapport à ces codons, vous avez un code neuronal. Et donc le code neuronal, je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo que je vous ai faite. Vous avez la séquence, c'est-à-dire le temps, la fréquence, c'est-à-dire la quantité, et des codes neuronaux qui sont multiplexés, qui vont mélanger les deux. Le temps, la séquence, la fréquence, le temps et la quantité. Et donc vous voyez que, l'image que j'ai dans ma tête, c'est du morse. C'est du morse. Les cellules, bon, je grossis de fou, c'est pas exact, c'est une image, vous voyez, il faut des métaphores qu'on puisse saisir avec nos cerveaux de petits humains très autocentrés. Que voilà, le corps, il a son langage. Il a son langage, il parle. Moi je vois ça comme du morse, le code neuronal. Okay, je trouve que c'est une métaphore, c'est une belle métaphore. De la même manière, la moelle épinière, je la vois comme une boîte à fusibles. On enlève le fusible, ça passe pas. Okay, par rapport aux vertèbres, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les neurones, ils sont capables de parler tout près les uns des autres, ils font de la convergence, ils sont capables de parler très éloignés les uns des autres,
de se réverber un peu comme des échos, donc à distance, donc la divergence, et ils sont capables de faire de la collatérale récurrente, c'est-à-dire de s'auto-corriger, de revenir en arrière. Hop, le signal, le code neuronal, il parle, ah mais non, je me corrige, et ils font des erreurs. Et c'est par l'erreur que les codes neuronaux apprennent. Donc l'erreur est nécessaire pour apprendre. Imagine, je suis un animal, je marche sur du feu, ah ça fait mal. Bah, peut-être qu'au bout de 2-3 fois, je vais arrêter de marcher sur le feu parce que je vais comprendre. Ça, c'est la contrôle latérale récurrente. Mais il y a un moment donné où le cerveau n'arrive plus à... Quand il y a une douleur chronique, une dépression ou un TOC, c'est la même zone du cerveau, je vous l'ai dit, c'est un peu la même physio, dans le sens où vous avez une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Vous n'arrivez plus à créer des nouveaux souvenirs, et l'amygdale, il gueule, il empêche les autres aires du cerveau de parler, l'amygdale. Et de ce fait, le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux, et l'apprentissage devient impossible. Et donc, c'est pas de prendre tes neurotransmetteurs qui va t'apprendre à apprendre. C'est juste du matériel. C'est juste du soutien. C'est juste du soutien, de la modulation, mais c'est pas, vous voyez, tant qu'on n'est pas dans quelque chose de conscient, un mouvement actif, un mouvement conscient, juste et répété suffisamment de fois pour que mon cerveau apprenne, force de répéter l'expérience. Et donc, l'intelligence, c'est l'interaction acquise à travers l'environnement. Donc, tant qu'on ne se réadapte pas, qu'on ne se reconditionne pas par le mouvement, on n'apprend pas. Et donc, on ne peut pas soigner une pathologie. Pour moi, la seule médecine physique qui compte, peu importe la pathologie, pour moi, peu importe la pathologie, les gens devraient faire de la kinésithérapie de manière officielle, mais vous m'avez compris, thérapie par le mouvement, peu importe comment on la nomme. Ok. Et donc, vous voyez que les muscles et les fascias constituent les interfaces mécaniques des structures nerveuses. Et que vous avez vraiment, il y a un moment, il y a une frontière tellement floue entre organique et fonctionnel, sachant que la pathologie, qu'elle soit organique ou fonctionnelle, on va la traiter de la même manière, comme si elle était fonctionnelle. On va toujours essayer, selon moi, dans une médecine de prévention, de soutenir le système à faire ce qu'il a oublié à faire. Et donc, on va plus essayer de pallier, peut-être, ces faiblesses polymorphiques génétiques, si on peut dire, de polymorphisme génétique, ces faiblesses de matériel génétique qu'il peut avoir. Mais je pense que la plasticité par l'expérience, la plasticité neuronale, je pense qu'elle est largement sous-estimée. Il y a une plasticité musculaire, il y a une plasticité neuronale. On a vu que les types de fibres musculaires, elles peuvent changer de spécialisation si je les rebranche de manière différente. Type 1, type 2, lente, rapide, etc. De la même manière, il y a une plasticité neuronale. Le corps, chaque cerveau n'a pas la même réserve cognitive, on n'a pas la même réserve cognitive, ça veut dire qu'on n'a pas la même flexibilité d'adaptation, mais on a tous des cerveaux capables de faire du réemploi neural. Et donc on peut tous, aucune aire du cerveau n'est totalement spécialisée, qu'il est super malléable. Il est capable de recruter une zone du cerveau qui à la base n'est pas conçue pour faire telle fonction, mais qui va le faire. Un certain pourcentage, ça ne sera pas ouf, mais il va le faire. Donc le cerveau, il est capable de faire de la compensation, il est capable de faire de la substitution. Et donc vous avez plusieurs plasticités par l'expérience, neurogénèse, nouveaux neurones, pathologie co-anormale, c'est-à-dire toutes les pathologies en fait, ou réactive, réparative. Ok. Et donc dans les cellules, vous voyez bien qu'elles font des échanges de mouvements. Endocytose, exocytose. Je prends en moi, je sors de moi, ça rentre, ça sort. Toujours sur des échanges et des transactions. Ok, j'ai besoin de ça pour faire ça, donne-moi ça. Et ça se parle. Crosstalk. Ok. Et donc il y a des échanges spontanés, notamment au niveau des transports gazeux dans les cellules. Elle parle aussi évidemment par canaux ioniques, par canaux chimiques, et par canaux donc vous avez des canaux, et par tension aussi, par mécanique. Vous avez des canaux tensio-dépendants, chimio-dépendants et voltage-dépendants. Au niveau, je ne sais pas le terme, mais électrique, quoi. D'accord. Et donc, il faut qu'ils soient ouverts de manière préalable les uns les autres pour s'ouvrir et laisser les influx nerveux passer la plupart du temps. En tout cas, pour ce qui est de la douleur. Je pense que c'est pour ça que la douleur chronique, on n'en soigne pas de manière opérationnelle. Parce qu'il n'y a pas cette... c'est une de mes conclusions des articles que j'ai publiés en revue médicale. Ok. En revue médicale scientifique sur Cairn, vous allez me trouver.
C'est les universités belges, suisses et françaises. Même si je suis un autodidacte, tu vois, c'est pas commun quand même. J'espère que vous vous en rendez compte. Et si tu veux, tu vois qu'il faut toujours des prérequis. De la même manière, il faut des prérequis pour fonctionner au niveau cellulaire. Il faut des prérequis pour fonctionner au niveau musculo-squelettique, myofacial. Okay. Donc les cellules, elles sont capables de faire des transports actifs et des transports passifs. De la même manière, le muscle, il a des états passifs et des états actifs. Ok. Donc, il a deux états intrinsèques, je suis contracté, je suis relâché. Deux états extrinsèques, je suis raccourci, je suis étiré. Et donc, il y a des... Vous avez des mouvements passifs et des mouvements actifs. Si par exemple je prends ta jambe, je la lève et je t'étire, et que tu ne bouges pas, bah, c'est passif, parce que tu ne mets pas ta commande motrice dessus. Tu ne mets pas ton intention du mouvement, ni ta planification, et encore moins ton exécution dessus. Ok. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est que peu importe l'échelle, c'est ça que je veux vous faire croire, vous faire comprendre comme logique. C'est qu'il n'y a rien qui remplace le mouvement actif, et pas passif. J'attends, il ne se passe rien. Mais si je bouge, je suis en mouvement, échange cellulaire, et je remets de la plasticité, et je corrige mon information, et je combats la maladie de manière concrète, même si la maladie n'existe pas, n'est qu'une expression pathologique. L'expression qui est faite par les protéines. Ok. Et donc les cellules, elles font du signalement. Enfin, il y a des signaux cellulaires, elles reçoivent des signaux, elles s'envoient des signaux les uns les autres, elles parlent entre elles, elles peuvent se parler de manière près, les unes des autres, de manière loin. J'ai oublié, c'est paracrine, etc. Et elles parlent aussi de manière endocrine par les vaisseaux sanguins. On dirait de la résonance, un peu, c'est étrange. Et c'est une transmission hormonale. Et donc le rôle de ces signaux, la cellule, elle décide par rapport à cette crosstalk, cette conversation interne cellulaire, etc. Ça parle entre soi. Les cellules, elles décident qu'est-ce qu'on fait. On vit, on croît, on grandit, on se divise, on se différencie. Cellule de ci, cellule de ça, cellule de neurones, cellule de peau. On meurt, apoptose. Et tout ceci, dans tous les cas, c'est jamais une seule cellule. C'est une réponse globale. C'est-à-dire que c'est toutes les cellules en même temps qui parlent, qui prennent les informations de partout le corps, de tout ce qui est nous, sans aucune exception. Les organes, la peau, les muscles, les fascias, les tendons, les ligaments, la peau, je l'ai dit, périoste, fascia, etc. Ok ? Et tout ça, ça va essayer d'ajuster la meilleure stratégie de survie pour faire face à l'environnement. Et donc, on parle toujours de proprioception quand on parle de cellules. Et on ne peut pas parler de proprioception sans parler de cellules. Et on ne peut pas parler de douleur sans parler de cellules. Et on ne peut pas parler de fascia sans parler de cellules. Et on ne peut pas parler de posturologie sans parler de cellules. C'est-à-dire que je vais te mettre une semelle sous le pied et je ne sais pas ce que c'est une fonction cellulaire. Je vais te craquer, je suis un ostéo, je te craque, ça dure 2 jours, et je ne vais pas m'interroger sur la fonction cellulaire qui va déterminer la fonction myofaciale, la fonction musculaire, la fonction organique, la fonction fonctionnelle. Vous voyez ce que vous comprenez un peu où j'essaie de vous amener? Donc la cellule souche, je reviens un peu sur les cellules souches. Les cellules souches, elles ont un environnement hypoxique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Un peu comme les points trigger. On voit que le point trigger, c'est une hypoxie locale. Il n'y a pas d'oxygène dedans. Et donc, il n'y a aucune information qui passe. Ou vachement moins. D'accord. C'est un peu comme un petit sas. Ok, où il n'y a rien qui passe. On voit que l'oxygène, son rôle, c'est de capter l'information nerveuse. Et donc, le sang va la redistribuer. Et donc, on voit que le point trigger, donc ce nœud neuromusculaire, et donc la cartographie des points trigger chez les Américains, c'est la même que les méridiens chinois, 70%, parce que la base anatomique des méridiens chinois est le fascia. Et qu'en fait, on parle de la même chose, en fait, hein, d'accord? C'est juste comme toujours la nomenclature qui change. Hein. Ok. Et donc, ça c'est à savoir. Et donc, dans les cellules souches, vous avez les cellules souches des cheveux dites somatiques. Donc, dans le follicule pileux. C'est mon volet, c'est pas grave, c'est pas un film d'horreur. Anxia et l'orage tout à l'heure, tu vois.
elles sont capables de reproduire 2/3 du corps humain. C'est-à-dire qu'avec les cellules souches de nos cheveux à nous-mêmes, on est capable de reproduire techniquement 2/3 du corps humain. Imagine le nombre de pathologies qu'on serait capable ou de soulager ou de guérir définitivement. À la place de ça, on va mettre des prothèses à la con qui sont faites par nos chers amis américains qui nous veulent du bien. Je pense à Biomet. D'accord. Je pense à toutes ces prothèses, ces arthrodèses, qui de toutes ces opérations chirurgicales inutiles, souvent délétères, souvent avec des complications, toujours qui représentent une inhibition motrice en plus, parce que dès que je vais inciser sur une peau, je vais provoquer un certain pourcentage d'inhibition motrice. Il suffit qu'il n'y ait pas une rééducation de qualité, ce qui est souvent le cas en fait, pour que la personne elle passe en douleur chronique, ou qu'elle ne récupère pas totalement son fonction, et qu'elle va chercher à compenser parce que le muscle il est inhibé et que le cerveau va mettre en place un phénomène de dominance des synergistes parce que les muscles principaux ne sont plus perçus correctement par le cortex et donc c'est les synergistes qui vont essayer de faire le travail de lui. Et vu que les synergistes marchent avec d'autres synergistes ou influencent des groupes musculaires à distance, on va se retrouver sur des polyalgies qui vont finir dans la magnifique case qu'on connaît tous, fibromyalgie, qui est des schémas moteurs compensatoires en cascade et des défauts des pompes ioniques membranaires, c'est-à-dire, comme toujours, un problème cellulaire. Et voilà, vive la douleur chronique. Ok, donc ces cellules souches des cheveux, elles trouvent un intérêt particulier parce que ça change des IPS, vous savez, c'est les cellules souches induites. Et donc, ça représente moins de problèmes techniques, c'est facile, les cheveux on en a tous. Bon, mais moi j'en ai un peu, vous voyez. Et moins de problèmes éthiques par rapport aux embryons. Vous avez souvent entendu parler les cellules souches des embryons au niveau du, si je dis pas de conneries, du cordon ombilical, etc. Tu vois, du fœtus et toutes ces conneries là, tu vois. Et donc les cheveux, ça serait un réservoir naturel et accessible. Il n'y aurait pas de rejet parce que ça serait autologue, ça serait nos propres cheveux. Et on peut prendre aussi, je vous le dis à titre indicatif, des cellules souches dans l'urine des humains. On est capable de récupérer des cellules souches dans les urines des humains. Ça me fait penser un peu aux phages. On est capable de faire des tueurs de bactéries, des tueurs de virus, tu vois, je veux dire des tueurs de bactéries résistantes avec les phages qui vivent dans les eaux croupies. Et ils le font pas. Et ils le font pas, la putain de sa race. À la place, ils vont gaver les gens d'antibiotiques, faire de l'antibiorésistance. Et on te coupe la jambe ou on meurt, même si tu t'appelles le fils à Gérard Depardieu. Voilà ce qu'ils font. Donc on a des gens qui sont obligés de payer des milliers d'euros pour aller faire des thérapies, des cellules souches au Mexique ou au Brésil ou je ne sais où les phages sont obligés d'aller en Géorgie, parce qu'en France, ils mettent pas l'argent dans la recherche. Ils ont des contrats avec les Siemens, avec les machins, pour faire les imageries, les scanners. Vous imaginez, moi je connais un peu, j'ai un peu regardé le coût d'une imagerie, d'une radio, d'un IRM, d'un scanner, etc. Mais le coût, tu sais, je me suis beaucoup penché dessus. J'avais calculé que certains examens médicaux, pour une pathologie, par exemple une pubalgie, une lombalgie ou ce que tu veux, c'était le coût de la formation pour un kiné. C'est-à-dire que moi j'ai fait plusieurs formations sur le bassin, par exemple, je sais plus, j'ai fait la pubalgie. En gros, je trouvais ça marrant de te dire que voilà, la formation elle vaut, je sais pas, 300 € ou quoi, de spécialisation, même si c'est en ligne, hein. Tu vois, ça reste un niveau kiné-ostéo, hein. Ça reste des formations de niveau kiné-ostéo, hein, que j'ai faites, hein. Et c'est marrant de se dire que la formation c'est le prix de l'imagerie. Donc des fois, quand vraiment, pour ironiser, des fois je dis à mes clients, je devrais dire client, pas patient, parce que éthiquement, déontologiquement, j'ai pas le droit de dire client, mais j'aime pas ce côté transactionnel. Moi, vous savez que j'ai un souci à ma hanche et qu'il me faut une canne pour marcher dehors. D'ailleurs, je l'ai pas pris là quand je me suis assis, mais c'est pas grave. Assis, ça va, je fais des progrès. Vous savez, je m'assois pas depuis pas si longtemps. Il faut y aller. Merci beaucoup. J'espère que vous comprenez. Et je dis des fois, ouais, bah, des fois, au lieu de faire ton imagerie, achète la formation, c'est mieux, ce sera plus rentable. Ok. Donc, dans les cellules,
vous avez le concept aussi d'adhérence cellulaire. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance cellulaire. C'est-à-dire, moi je suis une cellule de ça, moi je suis une molécule de ça, je me mets avec toi. Donc vous avez cet état tu vois, je sais pas comment dire, de magnétisme, si on peut dire, que les cellules se reconnaissent entre elles et qu'elles ont tendance elles se mettent ensemble quand elles se reconnaissent entre elles. Ah, toi t'es comme moi, viens avec moi. Et vous avez cette reconnaissance cellulaire qui a un rôle de cohésion cellulaire. Sinon on serait tout difforme. On serait du gaz ou des gelées royales ou des. Tu vois. Ok. Donc dans cette matrice extracellulaire, ce qu'il y a hors des cellules, entre les cellules, c'est principalement de l'eau, du sel. Donc attends, je vérifie un truc. Ouais, c'est ça. Donc cette matrice extracellulaire, donc qui n'est pas intracellulaire dans la cellule, elle a un rôle mécanique, elle a un rôle de résistance aux forces d'étirement et de compression. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur tendons et étirement à tension par rapport aux charges de compression. D'accord. Elle a un rôle de régulation, de filtration, de signalisation. Donc il y a toujours une interaction, vous avez compris, cross-talk, ça se parle entre eux, d'adhérence, de différenciation, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu dois être, qu'est-ce qu'il faut que tu sois, prédiction, mémoire cellulaire, migration, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas, prolifération, je me divise, hop, on se répand. Et vous avez bien sûr du collagène qui va avoir des propriétés, on l'a dit, de rigidité, de cohésion de la structuration. Et donc tout ça, c'est de la prot. Et donc l'élastine qui, on l'a dit, va aider aussi à cette structure et qui, comme son nom l'indique, participe à l'élasticité. Ok. Donc cette matrice extracellulaire, en gros, son rôle c'est de faire un remodelage adaptatif. Et donc elle fait partie de l'environnement, c'est l'environnement de la cellule si on veut, quoi. Et donc c'est là où je vous dis, le massage, les étirements, les exercices physiques, on va agir sur ce remodelage adaptatif. Et donc si on agit sur le remodelage adaptatif, on agit sur le noyau de l'ADN qui s'exprime. Parce que on est sur un modèle de tenségrité biologique, la répartition globale de toutes les tensions. Et donc la cellule, elle détecte son environnement mécanique et elle convertit les informations en signaux chimiques. Et donc ça on le voit au niveau cellulaire, mais ça n'a pas été encore prouvé au niveau myofacial, myosquelettique, tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors qu'on voit que les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations, douleur. Et que le point trigger, il empêche l'étirement complet du muscle, il le met en relaxation incomplète, il empêche le muscle de s'activer, il le met en faiblesse de protection, c'est pour ça que ça ne se voit pas sur une imagerie, parce qu'il est suffisamment contracté pour ne pas s'atrophier, il passe en amyotrophie, et il va comprimer les facettes articulaires. Donc il faut relâcher la musculature. Et le meilleur moyen de relâcher la musculature, c'est de l'activer. Et pour l'activer, il faut l'équilibrer de manière préalable. Et donc il faut avoir une étiologie, une cause de cause. Et ça, c'est mon travail. Je n'ai pas le droit de poser de diagnostic, mais je peux les suggérer. Et donc je suggère des schémas compensatoires en gros. Et je donne des exercices de rééducation, de réadaptation en fonction de cette cause de cause. Qui a fait quoi? Quelle chaîne musculaire fait merder quelle autre chaîne musculaire? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et donc, on peut casser l'échelle. Vous avez le muscle il est fait de faisceau il est fait de fibres, les fibres elles sont faites de myofibrilles, et les myofibrilles sont entourées de fascia. Et donc le fascia unifie toutes les cellules. Fonction musculaire. Donc le calcium il fait que le muscle se contracte, le magnésium il fait que le muscle se relâche, et le magnésium son rôle, 300 fonctions métalliques, le zinc 200 fonctions métaboliques, pardon. Le magnésium, son rôle, c'est de purger la synapse. Vous avez la synapse, vous avez une fente synaptique, ça se parle comme des petites mains. Dendrites, comment ça s'appelle? Synapse, etc. Les petites mains qui se parlent. Ok, synapse, axone, tout le bordel. Vous avez la fente, et le magnésium, il nettoie la fente, permet de purger la synapse, ça remet le compteur à zéro. Et le point trigger est une dysfonction de cette pompe à calcium. Et donc, de toute façon, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien qui passe. Vous comprenez? Le muscle n'est ni contracté ni relâché, il est les deux en même temps.
Potentiel d'action piégé. Il y a trop d'énergie. On est toujours sur un problème énergétique. Dans tous les cas, dans toutes les pathologies, on est sur un problème énergétique. Et je ne parle pas d'énergie feng shui, toutes ces conneries. Conneries, bon, j'ai beaucoup de respect pour la médecine chinoise, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'on est sur une. Faut pas être. Faut essayer de garder un esprit pragmatique et un esprit EBP, tout en gardant cette expérience based practice. Il faut être evidence based practice, la science prouvée par l'épreuve, mais aussi expérience based practice, c'est-à-dire l'expérience et on agit en fonction. Et les médecins chinois, ils ont de l'expérience, les médecins ancestraux, chamans, Égypte, Ayurveda, ils ont de l'expérience. Donc il faut prendre de leurs expériences et essayer de les prouver par la science. C'est pas exhaustif. C'est pas. Moi, je suis pas aussi médecine moderne que j'aimerais dire. Je suis pour la médecine moderne, mais c'est l'approche qui manque. Et donc, comme je dis tout le temps, moi, je ne vends pas une méthode, je vends une approche. Tout ce qui manque, c'est la compréhension. Le corps, il a tout pour s'auto-guérir. Vous imaginez bien. 2,5 mètres de longueur, 100 000 km de longueur. Donc, d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. Ok. Et donc, la cellule, son rôle, c'est de s'adapter au stress. Et donc, on l'a dit, le magnésium, son but, c'est de relâcher la synapse. Ça, je l'ai dit, je sais plus. Et donc, la cellule, elle est capable, si tu veux, d'autophagie. C'est-à-dire, elle s'adapte au stress, ça permet le fonctionnement en recyclant les composants cellulaires, c'est-à-dire les déchets cellulaires, tout ce qui traîne. La cellule, elle fait son ménage à l'intérieur, elle convertit ça, elle nettoie ça, elle le revalorise pour permettre sa survie cellulaire. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Okay. Et donc le jeûne va accélérer cette autophagie. Donc dans certains cas, c'est bien, mais pas dans tous. Parce que trop d'autophagie, c'est comme toujours, c'est pas bon. Donc ni trop ni pas assez. Doser la contrainte. Le système de tenségrité biologique est un système auto-contraint. Donc, dans n'importe quelle pathologie, je sais qu'il y a une règle de neuroanatomie qui est essentielle, c'est que l'hypoactivité n'existe pas réellement. C'est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne trop bien. C'est qu'il y a une hyperactivité. L'hypoactivité n'existe pas réellement en neuroanatomie. Donc on se doute que s'il y a un muscle hyperactif, c'est qu'il y a un muscle s'il y a un muscle hypertonique, c'est qu'il y a un muscle hypotonique ailleurs. Et vous êtes sur des couples de force, moteur-frein, agoniste-antagoniste. Antagoniste, muscle antigravitationnel. Antagoniste, programme mouvement global du couple de force. Antagoniste, n'assure pas que la rétroaction. Et donc le tendon du membre agoniste, c'est un tampon bioénergétique. C'est pour ça qu'il merde et qu'on se retrouve dans les très pratiques mots qui ne veulent pas dire grand-chose de tendinite. Sachant que le tendon, il aime la charge. Mais on a beau le charger, si je ne pense pas de manière un peu intelligente, en inhibition motrice en cascade, en amnésie, etc., en schéma compensatoire, en stratégie d'évitement de la douleur, etc., je ne vais jamais m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur quelque chose de tout de suite neurologique, c'est ça que je veux dire. Donc il faut faire travailler la plasticité musculaire et la plasticité du cerveau. C'est les deux en même temps de toute façon, toujours. Ok. Donc ce qui est marrant avec le génome de la mitochondrie, c'est qu'elle possède son propre génome. La mitochondrie transmise par nos mèvres et la mitochondrie font l'énergie de la cellule, l'ATP. Et donc, c'est pas le même ADN de la mitochondrie que l'ADN du noyau. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez plusieurs ADN dans... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas le même ADN. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Et en plus, c'est un ADN qui ressemble, celui de la mitochondrie, c'est un ADN qui ressemble à une bactérie. Donc, quand on dit qu'on est moitié mammifère, moitié microbe, c'est pas une fiction. Et que toute cette société anti-microbe, inseptisation, moi je suis sûr qu'ils rendent les gens malades avec ce truc-là de distanciation, voilà, bon, faut se laver les mains, c'est sûr, hein, mais trop de la guerre aux microbes, c'est pas bon. Il faut des microbes pour entraîner le système immunitaire. C'est prouvé que la javel, elle est super mauvaise pour le système immunitaire parce que ça fait pas de quartier, ça tue même les bonnes bactéries. Il y a des bonnes et des bactéries qui sont moins bonnes. D'accord? Il y a des mutations bactériennes, etc. Donc, je pense que tous ces perturbateurs endocriniens,
ils doivent faire muter, je sais pas comment ça se passe, hein, je me suis jamais vraiment posé la question, mais plus le monde il est artificiel, moins c'est bon. Et qu'on va avoir, on a des maladies mutagènes comme ça parce qu'on n'a pas, cet entraînement de notre système immunitaire avec les bactéries dans la jeune enfance. D'ailleurs, un enfant s'il naît par césarienne, il a un système immunitaire qui est vachement moins résistant qu'un enfant qui naît par voie basse parce qu'il ne prend pas les bactéries dans les muqueuses de la mère, au niveau de sa flore vaginale, qui va prendre par la bouche et que ça va peupler son propre microbiome au niveau de l'intestin. D'accord ? Donc c'est intéressant de voir que c'est nos mères qui nous donnent la vie et c'est nos mères qui nous donnent la mort par rapport à cette respiration cellulaire. Ok ? Parce que le rôle de la respiration cellulaire, c'est de créer de l'énergie. Et cette énergie, elle est vitale. Et donc, ce besoin d'énergie, il est vital, mais cette production d'ATP qui est utile justement pour l'énergie cellulaire, c'est pas qu'un rôle d'énergie. C'est un rôle de lubrification du système. C'est le rôle d'éviter que le système se déshydrate. C'est pour ça que les fasciathérapeutes aiment beaucoup nous parler du fascia qui se transforme en eau, etc. Qu'il est à la fois solide, qui peut être liquide, solide, etc. Ça vient de là, ce qu'ils disent. Mais on parle de cellules. Bordel de merde. Et donc, l'ATP, il a besoin d'ADP pour fonctionner. C'est un peu comme son petit frère. Ok ? Donc, dans le cancer, il n'y a pas assez d'apoptose, il n'y a pas assez de mort. D'accord ? Et donc, on peut dire que le cancer, c'est des supercellules, c'est des cellules qui reviennent à l'état embryonnaire. C'est que le corps essaye tellement de bien faire qu'il fait n'importe quoi. Et donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est pas la maladie, c'est pas le cancer, c'est pas Parkinson, c'est pas machin. L'ennemi, c'est le stress. On voit bien que, et quand je dis stress, c'est stress mécanique, stress chimique, trauma, etc. Surutilisation, défaillance système, défaillance multisystémique, polyfactorielle, comme d'habitude. Donc il faut être polymodal dans son approche. Et donc il n'y a aucun thérapeute qui se suffit à lui-même. Et donc il n'y a pas la méthode magique. Il n'y a pas la méthode magique et il n'y a pas la profession magique. Tu vois ? Donc moi je me demande où sont les musclologues quand ils parlent de pluridisciplinaire. Ils sont où les musclologues ? Ils sont les spécialistes des muscles. Ah, ils sont là, je crois. Même si ça n'existe pas, tu vois. Ok. Eh ben, les cellules, elles répondent toujours à des signaux extérieurs. Et c'est ces signaux extérieurs qui débouchent sur l'apoptose, sur la mort cellulaire. D'accord ? Et donc on voit que si on prend une cellule et qu'on enlève son noyau, on voit que la cellule, elle continue à avoir un comportement cohérent et à parler avec les autres cellules et à survivre normal. Mais simplement, elle ne va pas pouvoir se diviser, proliférer, etc. Donc on voit que c'est la membrane cellulaire qui intègre son noyau. Donc c'est vraiment cette barrière entre l'intérieur et l'extérieur du système qui régit tout. Et donc c'est l'environnement. Structure, fonction. Environnement, qu'est-ce que je réponds ? Modèle adaptatif. Et donc on est sur un modèle de temps-sécurité biologique qui est un modèle adaptatif constant. Et qu'aucun schéma moteur n'est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut toujours apprendre. C'est pas un problème de terrain. Enfin, pas que de terrain, c'est un problème de terrain. Mais c'est aussi un problème d'utilisation. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire ? Cognition, connectome, la carte du cerveau, de manière structurelle, cognition. Comment le cerveau fonctionne. Voilà. Et on n'a pas... Donc il faut des cartes, mais je pense qu'on sait déjà assez de choses. Pour moi, je pense qu'on sait assez de choses en termes de BP. En termes de science, je pense qu'on a assez de connaissances. Ce qui nous manque, c'est les mettre ensemble et de faire un regroupement d'informations et d'aller puiser dans ces savoirs ancestraux par l'expérience dans les médecines ancestrales. Et je suis sûr que si on avait une approche des Ayurveda, des Chinois, des
ce que tu veux, des chamans d'Amazonie, des indigènes qui ont une médecine de fou furieux aussi. Pour moi, je les mets au-dessus de tout. Les Égyptiens qui ont écrit le premier manuscrit médical du monde. Il y a des trucs incroyables, je suis sûr, qui ont été perdus d'ailleurs. Et oubliés. Tu vois. Et je pense que, je vais finir dessus. Je pense que le monde ira pas mieux, la médecine ira pas mieux, et l'homme sera toujours en mauvaise santé tant qu'on cherchera à faire du gain sur sa souffrance et sa détresse. Et je pense qu'on doit prendre un très mauvais karma par rapport au sacrifice industriel et à la maltraitance animale. Ça peut sembler bête, ce que je dis. Mais je pense qu'on ne peut pas faire souffrir autant d'êtres vivants sur Terre. Je ne suis pas végétarien, mais je pense qu'on ne peut pas à ce point être anti-nature, anti-animaux, pas les protéger alors qu'ils ne parlent pas. Et on peut pas, énergétiquement, on ne peut pas aller bien, les humains. Le système, il est malade tant qu'on ne respecte pas les animaux comme on devrait le faire. Ça se revient à pas se respecter nous. Et donc forcément à faire n'importe quoi. Et donc on ne peut pas trouver notre solution, alors que la solution est déjà en nous. Donc l'homme ne peut pas évoluer tant qu'il ne se reconnecte pas à la nature profonde, à sa nature profonde, et qu'il n'oublie pas qu'il n'y a pas la nature et l'homme d'un côté. C'est l'homme dans la nature. Et tout ce qui est génétique nous le prouve, qu'on est un seul et même système entre les animaux et nous. Le monde du vivant et nous, les plantes, etc. Je pense à l'hypothèse Gaïa, je pense à la théorie du singe défoncé, qui expliquerait ce bond cognitif dans le temps, comment les humains seraient devenus intelligents par rapport au langage qui nous définit de tous les autres mammifères et animaux. Donc on voit que le gène du langage, c'est le même chez les oiseaux et les singes et les humains. C'est le FOXP2, mais il ne s'exprime pas de la même manière. Donc on a vu le crêbe, qui est intéressant. On sait qu'on a la queue d'un singe qui est endormi, la queue d'un animal qui est endormi. Et quand il s'active, il fait la spina bifida. Malheureusement, on ne devient pas Sangoku. Et on a le matériel génétique suffisant pour avoir des glandes à venin, s'il était activé. Et techniquement, on pourrait avoir des glandes à venin. Pour vous dire qu'il n'y a pas de barrière interespèce. L'homme n'est qu'un animal qui parle. Okay. Je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité et se rappeler ça. J'espère que ce cours vous a intéressé, les amis. Je vous souhaite des bons courage. Je vous invite, comme toujours, à vous questionner. Donc n'hésitez pas à me consulter dans la vraie vie, comme toujours. Vous pouvez m'envoyer un SMS ou m'appeler directement, je vous rappellerai. À prendre rendez-vous avec moi, donc tout ce qui est douleur, mais pas que. Vous voyez que en vrai, je suis super large. D'accord ? Donc si je peux vous aider, je le ferai, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à liker, un peu partager, abonnez-vous. Là on a 890 abonnés, si je pouvais en avoir 1000. Au moins 1000, je serais content. Bon, je pense que ça va prendre un peu de temps encore, mais n'hésitez pas à soutenir. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez appris des choses très intéressantes et j'espère que ça va vous intéresser. Ok. Prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo exercice physique. J'aime bien varier une théorique, une exercice pratique pour un peu que ce soit pas redondant. Ok. Il va falloir que je me rase bientôt. Vous avez vu, je commence à avoir trop de barbe. Je vous fais des gros bisous, les amis. À bientôt.